Bonjour Sylvain, merci beaucoup d'être avec nous. On est très heureux de t'accueillir aujourd'hui. Je vais te laisser te présenter puis je te poserai des petites questions après. Ça marche. Bonjour Clémence, et puis écoutez, merci pour cette petite vidéo. Donc je m'appelle Sylvain Recouras, donc j'ai été diplômé à l'époque de Euromed Marseille, qui est devenu Cage, donc en 2004. Et donc actuellement, en fait, je suis responsable d'agence de voyage, dans ce qu'on appelle des agences de voyage réceptives. C'est-à-dire des agences à destination, hein, qui organisent des voyages. Donc là, je suis à Ulaanbaatar, où je Ok. vis depuis 15 ans, donc en Mongolie. Donc en fait, avec le temps, donc ça c'est la première agence, hein, que j'ai créée donc en 2006, donc 2 ans après ma sortie de Cage. Et puis, avec le temps, on a ouvert également des agences au Kirghizistan, Cambodge, Thaïlande, Indonésie, Madagascar. Et voilà. Et puis, du coup, on a créé un collectif d'agences de voyage, d'agences locales qui représente 65 destinations et qui est aussi une agence donc, maintenant en France. Pourquoi tu as choisi d'aller à Ketch si c'était un choix? J'avoue que l'accueil lors des euros a fait, a fait le choix, hein. Non, mais c'est clair, moi, quand je suis arrivé sur le campus de Lumini, avec les apéros, avec le cadre qui était super, j'avoue que j'ai dit, bon, bah, c'est là que je veux aller. Et ce qui était marrant, c'est qu'en fait, avant les euros à Marseille, j'ai fait un autre oral où j'avais rencontré des gens à Tours. J'en avais fait plusieurs, mais celui à Tours, j'avais rencontré 2 personnes avec qui on a eu une super connexion. Et on était entre nous et on s'était dit, bon, l'année prochaine, on se retrouve tous les 3 à Marseille. Et il y avait personne, moi, de ma prépa qui était à Marseille. Et donc, du coup, quand j'arrivais à Marseille, je les cherchais eux. Et coup de chance, les 2 étaient là. Et donc, du coup, Oh, c'est c'était trop c'était drôle. parti très vite. C'est excellent. Quel genre d'élève étais-tu pendant ta scolarité? Plutôt fêtard, plutôt bosseur, plutôt les deux? J'étais plutôt dans les fêtards. Ok. Donc, ouais, non, très présent dans l'école, dans la vie associative. Alors, à l'époque, au foyer, ils vendaient de la bière, hein, c'était un débit Ok, d'alcool. c'est bien de dire. C'est Donc, plus le cas. voilà, donc plutôt à rester jusqu'à minuit, 1 heure à l'école, 3, 4 fois par semaine, plutôt à ne pas louper une seule soirée étudiante, voilà. Mais c'est drôle parce que, enfin, t'es pas le premier alumni à me dire que vous faisiez des soirées dans l'école, du coup. Ah, Et, mais les soirées, hein, c'est. nous, aujourd'hui, mais jamais, enfin, jamais on se verrait faire des soirées jusqu'à 1 heure ou 2 heures du matin dans les locaux. Donc, je trouve ça super drôle de voir la différence entre les Ah deux. ouais, ouais, non, Et l'école, le foyer fermé entre minuit et 1 heure. Et donc, c'était tous les soirs, c'était un gros, gros lieu de vie. En fait, à partir de 4 heures, ils avaient le droit de vendre de la bière. La bière était à 1 euro. Donc, en général, quand on avait les cours de 18 heures, ça arrivait qu'on aille en cours un peu après déjà avoir fait le premier apéro. Et on y restait souvent. Moi, un de mes colocs était au foyer d'ailleurs. Donc, du coup, il restait tout le temps parce que c'était son asso, son quoi. Donc, du coup, c'est vrai qu'on restait souvent là. Et puis, moi, dans mon asso également, c'était plutôt une asso qui restait travailler très tard le soir. Donc, voilà, donc c'est vrai qu'on partait rarement de l'école avant 23 heures. d'accord. Et du coup, tu me parlais d'asso, tu faisais partie d'une association, c'est ça? Ouais, j'étais à Meumeu. Ok. J'étais à la junior entreprise, voilà, prix d'excellence d'ailleurs, 2002, hein. Bravo, félicitations. Voilà, donc ça a été, alors je sais pas comment c'est maintenant, je suis revenu il y a quelques années que je leur étais venu leur dire bonjour, il y a, ouais, quoi, ma petite fille, il y a pas si longtemps que ça, peut-être 5 ans. Ça avait bien changé. Mais voilà, c'est vrai qu'on était une assoce qui travaillait beaucoup, mais qui voulait aussi toujours avoir une certaine réputation un peu turbulente dans l'école. Et donc, je me rappelle, en deuxième année, j'avais eu beaucoup de prix. J'avais eu le prix du plus désagréable, j'avais eu le prix du plus lourd.
on les cherchait, mais j'avoue que on les a bien eu. Non, j'ai eu des prix positifs aussi. On a eu le prix de la meilleure soirée informelle avec mes colocs. Ok, ben, très bien. Ouais, Et du coup, on était quatre. En fait, il y avait alors à l'époque un appartement qui se passait de génération ouais. d'étudiants, qui était sur la rue Grignan. C'était au 5 rue Grignan. Et donc c'était un appartement qui faisait 150 mètres carrés, où on était quasiment seul dans l'immeuble parce que c'était les avocats qui étaient là la journée. Donc la nuit, il n'y avait personne. Et donc on faisait des soirées d'une centaine de personnes dans l'appartement, Oh là assez là. mémorable. Ah, les belles années, quoi. Est-ce que tu as réalisé des stages? Alors oui, forcément, j'ai réalisé un stage. Je ne l'ai pas réalisé beaucoup en fait, hein, parce que moi j'ai fait une année césure. Mhm. Donc pendant mon année césure, j'ai fait un stage de 6 mois chez Carrefour, D'accord. à Ouais. la, à la division achat de la marque de distributeur, donc en région parisienne. Euh, Ok. voilà, donc le cadre beaucoup moins sympa. Et en fait, après ma troisième année, je suis parti directement en VIE. Ok. Et donc, j'ai fait mon VIE à Singapour pour Saint-Gobain de Jonquière. Donc là, c'était D'accord. vraiment super sympa parce que bon, j'ai eu un premier VIE où j'ai fait une étude de marché en fait sur le marché chinois pour valider l'ouverture d'une usine dans le Guangdong, dans le sud de la Mhm. Chine. Et un deuxième VIE juste à la suite pour faire du développement commercial sur la Chine et le Vietnam. Donc voilà, Ok. Et Singapour, c'est sympa comme ville pour y habiter, ordinaire. étudier. Non, C'est vraiment, vrai? c'est vraiment, moi j'ai adoré Singapour. J'y retourne dès que je peux parce que c'est vraiment une ville sympa où qui bouge beaucoup. En fait, je trouve que c'est la capitale culturelle de l'Asie. Mais normalement, tu as des théâtres, t'as des concerts en plein air, tu as vraiment pas mal d'activités. Tu es au centre de l'Asie du Sud-Est, tu pars en week-end, tu pars faire ton week-end à Bangkok, tu pars faire ton week-end à Bali. Voilà. Tu C'est as sympa. énormément de communautés. Oui, t'as des étrangers, mais tu as les communautés indiennes, chinoises, malaises. C'est un énorme melting pot. Et c'est génial, les gens sont ouverts. En fait, tu as des jours fériés pour chaque communauté. Donc un jour c'est un jour férié pour la communauté indienne, un autre jour c'est un jour férié pour la communauté musulmane des Malais. Et donc du coup tu es invité pour des fêtes, etc. Donc c'est vraiment et puis bon, ça bouge beaucoup, tu manges bien, tu pars en week-end tout le temps sur des îles super paradisiaques. Cool. En 3 heures, 4 heures de bus, tu es totalement dépaysé. Oh, non, c'est génial, j'ai adoré. Si c'était à refaire, tu le referais? Ah bah alors là, sans hésiter, oui. Ok. Bon. Sans Tous ceux qui hésiter. veulent aller à Singapour, foncez. C'est pour vous. Est-ce que tu es encore en contact avec certains catcheurs? Bah oui, 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 bien Ouais. sûr. Certains sont devenus vraiment mes meilleurs amis. Hein, on se voit tout le temps. D'ailleurs, je parlais des personnes que j'avais rencontrées avant Cage, etc., qui sont encore mes meilleurs amis. Quand je viens en France, je vais exprès habiter à Toulouse, juste parce qu'il y en a une qui habite là-bas et que je suis content de revoir, de voir sa famille. Avec des amis, tous les ans, on essaie de faire un voyage à la Toussaint, dans un pays d'Asie du Sud-Est. Donc ça, on a pris cette habitude pendant Cage, pendant les années. Et depuis, bah, ça va faire 17 ans. Et tous les ans, il y a un voyage de 4-5 jours à la Toussaint dans une ville de l'Europe de l'Est. Oh, Voilà. c'est trop sympa. Voilà, on est entre 6 et Bonne 7. idée. Et voilà. Et tous les ans. Et ben, on garde l'idée pour des potes qui Ah ouais, veulent faut faire ça. regarder, c'est Je sais génial. pas, c'est très sympa. Est-ce qu'il y a un réel sentiment d'appartenance du coup à cette école? Oui, 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 c'est vraiment, enfin, ça reste vraiment des années extraordinaires, quoi, qui m'ont vraiment marqué. Et du coup, ouais, donc chaque fois même si je passe en France, je veux dire, même après que je suis retourné en France, je suis allé à Marseille, je suis allé présenter l'école à ma femme. On a revu, il toujours Monsieur Pelazza, on allait manger avec Monsieur Pelazza au resto, voilà quoi. C'est toujours un plaisir parce que c'est vrai que ça a été vraiment des années marquantes. Est-ce que tu as déjà travaillé avec des Oui. personnes qui ont Ah, été à Kiev?
Écoute, mon partenaire sur l'agence de voyage au Cambodge était mon coloc à Kedge. Ok, ok, oui, donc vraiment, vous avez Donc continué ensemble. alors lui, il est d'origine khmer, c'est un Français d'origine khmer, et on a ouvert l'agence ensemble en 2017. Est-ce que tu as déjà donc, travaillé avec des personnes qui étaient de Kedge, mais par exemple à qui tu as présenté ton CV, un employeur? Alors, j'ai jamais été employé à part mon CDI à Singapour. Ok, ok. Donc, j'ai créé Bon, ça, ouais, non, j'ai créé c'est très bien. C'est à motivé. 25 ans, voilà, donc depuis 25 ans, j'ai. On va passer sur ta vie professionnelle actuelle. Déjà, comment est-ce que tu as vécu ton passage de la vie étudiante à la vie professionnelle? Bah, comme j'ai un peu dit, hein, entre passer de Kedge à Singapour, c'était pas c'était pas le plus compliqué. Donc ça a été, honnêtement, c'était la fête continue un petit peu, hein, j'avoue. sur, j'allais profiter pleinement. Après, d'une manière purement professionnelle, j'ai vraiment aimé mes années à Singapour, etc. Après, j'avoue que le niveau du boulot, même si c'était passionnant, que les gens étaient bien, je me suis vraiment découvert que quand j'ai commencé à créer ma boîte. J'ai détesté mon stage chez Carrefour, hein, faut le dire, mais bon. Mais bon, voilà, c'est vrai qu'au niveau au niveau de l'esprit et tout, me retrouver dans un univers parisien. Non, mais dans un univers, c'était vraiment costard-cravate. C'était, Mm, et mm. puis, donc, quand je devais négocier avec des fournisseurs qui me pleuraient au téléphone parce qu'ils n'avaient plus de marge et qu'ils ne savaient pas comment parce que le contrat Carrefour était obligatoire s'ils voulaient survivre, mais que là, on leur laissait rien pour vivre. Je pense que je n'étais pas vraiment dans mon éthique personnelle. À Singapour, bon, c'était bien, etc. Mais aller faire le commercial, tout ça, c'était pas non plus mon rêve, même si j'ai passé de belles années à Singapour. Et par contre, du moment que j'ai créé ma boîte, là j'ai commencé à vraiment m'amuser. Bah, ça veut dire que t'as une âme d'entrepreneur, mais tu le savais un peu avant de Non, sortir de non, je pense Kedge? pas que, honnêtement, je le savais pas. Mais c'est venu un peu comme ouais, comme une évidence. Au moment, tu vois, moi j'étais à Singapour, donc mes deux stages venaient de se terminer, mes deux stages, mes Mhm. deux VIE. La boîte donc, me disait, si tu veux faire carrière dans la société, il faut que tu passes par le siège à la Défense. Donc là, j'ai un peu bloqué. C'était un peu non. Je veux dire, pour moi, être en Asie était plus important que le boulot, quoi. C'était vraiment D'accord. ça. Et aller faire carrière en devant passer par le siège à la Défense, ça me faisait pas du tout rêver. Donc j'ai cherché plutôt un job en Asie. J'ai eu des bonnes pistes que j'ai suivies, notamment encore chez Saint-Gobain pour un job à Shanghai. Ça l'a pas fait. Après, j'ai dû rentrer en France en fait pour avoir un entretien pour un job à Jakarta dans du sourcing de meubles. Là, ça a été le D'accord. yo-yo. Ils m'ont dit non, après ils m'ont dit oui, et après ils m'ont redit non parce que je pouvais pas faire de VI. Donc là, je me retrouvais en France avec aucune envie de travailler en France. Et donc, du coup, c'est vraiment, je me suis dit, bon, bah, je vais en Mongolie, je vais monter une agence. Il faut dire que ma copine était mongole. Il y avait, D'accord. voilà, et voilà, on va monter une agence, je ne connaissais rien au tourisme. Et puis voilà, et puis on l'a fait, et puis ça a été un succès très rapide. Et voilà, et puis ça a continué, et puis là vraiment, j'étais passionné. Et puis j'ai tenté plein de choses, hein, après en Mongolie. À un moment, j'ai fait une boîte de catering, j'ai fait des pizzas emportées, j'ai importé du fromage et de la charcuterie de Ok. porc. J'ai monté une boîte d'extrapolation minière, minière. Voilà. Et puis bon, il y a eu quand même quelques coquilles, hein, ça pas tout. Ces idées annexes n'ont pas toujours fonctionné. Heureusement que le premier business fonctionnait bien. Et puis du coup, je me suis dit, bon, attends, le tourisme, ça marche, tu vas rester dans le tourisme. Et puis du coup, voilà, on a commencé à travailler en 2013 sur ce projet de réseau d'agences locales et de plateformes de mise D'accord. en relation, etc. Puis ça nous a permis vraiment d'exploser au niveau de la Mongolie et donc d'ouvrir d'autres destinations. Est-ce que tu es épanoui dans ton activité actuelle? Hors Covid à fond. Oui, j'imagine que.
Mais donc, avoir passé une année assez compliquée, là, parce qu'en plus, en gros, on a obtenu la licence d'agence de voyage en août 2019. Donc, moi, j'arrivais en France en septembre 2019 pour chapeauter l'ouverture et le développement de l'agence française. Donc, voilà, tu comptes, le Covid est arrivé assez vite. Donc, j'avais une année où j'avais énormément investi, où j'avais pris beaucoup de recruter du monde, etc. Et donc, voilà, 4 mois après, il y a tout qui, il y a tout qui se ferme. Voilà, puis je suis rentré en Mongolie en août. D'accord. Voilà, et depuis, on essaye voilà, de baisser la voilure, de maintenir tous les emplois des staffs locaux, parce qu'il n'y a pas d'aide locale en Mongolie, il n'y a pas de chômage, tout ça, ça n'existe pas. Donc voilà, donc on a maintenu toutes nos équipes locales. Mais maintenant, on est vraiment impatient que ça se Ça réouvre. reprenne. Mais ça, Vraiment. je veux bien te croire. Ce secteur d'activité, le tourisme, tu l'as choisi parce que c'était quelque chose qui t'intéressait ou parce que tu as vu l'opportunité au sein de... Alors, honnêtement, bon, déjà, j'adore voyager. Ok. Donc ça, c'est le premier truc. Donc en fait, je suis un gros touriste moi-même et j'ai la chance de voyager 3-4 mois par an. Un peu moins maintenant que j'ai les enfants, mais avant les enfants, c'est parfois 6 mois. En fait, je faisais la saison, je partais 6 mois en voyage. Après, quand j'ai créé l'agence de voyage, c'était plutôt qu'est-ce que je peux bien faire en Mongolie. Et je me suis dit, bon, bah, organiser des voyages, ça peut l'air bien compliqué. Donc, voilà, en fait, c'est plus compliqué que ce qu'on imagine, hein, parce qu'il y a toujours plein de choses à penser, et qu'après, bon, forcément, tu développes, tu as tout dessus, tu as la formation, tu as plein de choses, mais voilà, donc c'est assez. J'avais pas pensé en disant en étant en Cage que je serais dans le tourisme. Ça m'avait jamais traversé l'idée, quoi. Ok. C'est vraiment un moment, c'était plutôt parfois à Singapour, justement, et ma compagne de l'époque, on se disait ah, ça serait bien d'aller en Mongolie et voilà, de créer une agence. On discutait comme ça, un peu comme un rêve lointain. Et puis ça a été quand on s'est retrouvé un peu, quand je me suis retrouvé dans le fait accompli en étant en France, à commencer à passer des entretiens pour des boîtes en France, à me dire aucune envie de faire ce boulot, que j'ai dit, j'ai dit bah, écoute, c'est pas grave, on y va, on tente le truc. Et puis c'est vrai que quand tu as 25 ans, t'as pas grand chose à perdre. Au Oui, oui, pire, c'est sûr. au pire, tu Surtout rentres. quand ça marche bien après. C'est quand Ouais, même... bon, après, oui, que ça marche bien, ça a été une chance, mais c'est vrai que tu te dis, bon, bah, on essaye, et puis c'est plus facile en fait d'essayer quand tu as 25 ans que quand tu en as 40. Quand tu as une famille, que tu as des enfants et que tu as des responsabilités, de tout plaquer pour commencer autre chose, tu te dis, oh, si j'échoue, j'ai mes enfants derrière, j'ai ma famille, qu'est-ce qui se Mais c'est passe? un plus gros risque, Quand tu as effectivement. 25 ans, tu es célibataire, que tu n'as pas d'enfant, bon, bah, tu le tentes, tu te casses la pipe, tu te Oui, ça casses la reste de pipe. l'argent et puis c'est ça, en soi, on met personne à bout de Ouais, et souffle. puis au final c'était pas tant d'argent que ça. Fait, J'imagine. Bah, un petit peu au début, mais oui, c'est sûr que ça se fait avec le temps. Donc, ouais, je veux dire, l'argent que j'ai investi au départ, c'était pas énorme. Hein. Alors, alors, pour te dire, ma maman a fait un prêt immobilier pour que je puisse lancer ma d'accord. boîte, et c'était 33 000 euros. Donc, c'est avec ça que je suis Ok. parti en Mongolie pour créer la boîte. Ah, mais Euh, enfin, et j'ai réussi à la rembourser en un an. Un an après, je lui ai remboursé l'argent. ok. J'ai remboursé le prêt. Donc, ça a vite été, ça a vite marché. Voilà. On a bien fait les choses. Ça, j'imagine. Et du coup, dernière question, est-ce que tu aurais un petit conseil pour les étudiants de Kedge qui sont à Kedge actuellement pour leur stage ou pour leur futur métier par rapport à leurs études? Ben, moi, ce que j'ai envie de dire, c'est qu'en fait, je trouve que une étude à Cage, ce que ça tourne, c'est la flexibilité de faire ce que tu veux. C'est que tu peux vraiment devenir plein de choses. Et c'est un peu, je crois, le thème de votre émission. Mais j'ai plein d'exemples, en fait, aussi dans mes amis de Cage qui se sont retrouvés maintenant profs d'onologie. Il y en a un qui a tout plaqué sa boîte de market pour se lancer dans le maraîchage. Et en fait, on peut faire les choses, mais on peut les faire bien. Donc, c'est de ne pas se fermer et de trouver ce qui vous plaît, quoi. Et partir à l'étranger, là, c'est vraiment une chance énorme parce que ça ouvre vraiment
beaucoup les œillères qu'on peut avoir sur ce qui est possible. Tu pars en voyage à l'étranger, tu peux te dire, tiens, j'ai vu ça au Chili, peut-être que ça pourrait marcher en France. Ou tu vois, tu trouves des idées en fait. Donc j'imagine que vous avez toujours des années césure, que vous avez toujours cette option-là de partir. Et voilà, et moi j'avoue, quand je suis parti à les césures, je suis parti en voyage. C'est quelque chose qu'il faut vraiment faire, c'est partir à l'étranger, découvrir ce qui vous plaît. Vous avez toutes les cartes en main pour réussir dans ce qui vous plaît. C'est vrai que c'est bien d'arriver à se dire, à pas se fermer des portes soi-même, quoi. Merci beaucoup pour le temps que tu nous as accordé. Puis on te souhaite plein de réussite pour la suite.